À Dar es Salaam, les tambours du pouvoir battent fort. Une victoire à 98% éclabousse l'écran. Triomphe impeccable, mais si lisse, qu'il inquiète comme une vitrine polie qui renvoie plus d'éclat que de vérité. Ibrahim Traoré regarde ce chiffre et pose la question qui fâche. Que vaut un pourcentage lorsque les consciences se murent et que la peur maquille le consentement? Dans ce théâtre d'illusions, l'Afrique se contemple, hésitant entre applaudissements et doutes, tandis qu'une génération entière écoute le cœur ancien du continent demander autre chose que des scores parfaits. Ce n'est pas une simple élection, c'est un signal adressé à tout un continent. Quand un pouvoir proclame 98% de voix, il ne parle pas seulement de victoire, il parle de contrôle, d'une harmonie imposée qui masque le doute collectif. Ibrahim Traoré y voit le miroir d'une Afrique qui hésite encore entre l'imitation et l'invention, entre la stabilité promise et la liberté risquée. La véritable promesse de ce discours n'est pas de juger la Tanzanie, mais de rappeler aux peuples africains que la souveraineté ne se mesure pas en pourcentage, mais en courage partagé, car derrière chaque chiffre, il y a des vies, des silences, des espoirs. Et c'est ce fragile équilibre entre vérité et apparence que ce message veut dévoiler avant qu'il ne soit trop tard pour choisir. La révélation arrive sans éclat, presque discrète. Derrière les 98%, une fatigue s'installe, celle d'un peuple qui a trop souvent vu la victoire devenir mensonge. Les chiffres, d'abord célébrés, se transforment en miroir de méfiance. C'est ici qu'Ibrahim Traoré choisit de rompre le silence. Il ne parle pas contre une nation, mais contre une habitude, celle d'applaudir avant de comprendre. Il rappelle que le pourcentage n'est pas la preuve d'unité, mais parfois la trace d'une peur collective. Depuis Ouagadougou, il observe le continent, élection triomphale, discours de paix, promesse d'ordre. Pourtant, dans les villages, la faim avance encore. Dans les rues, la jeunesse doute et dans les palais, les applaudissements couvrent la voix des citoyens. Ce décalage entre façade et réalité devient le vrai sujet. Comment un continent si riche en histoire peut-il encore craindre la vérité ? Traoré convoque la mémoire de Julius Nyerere, celui qui prônait la dignité avant la reconnaissance étrangère. Il oppose cette sagesse à la dérive actuelle où les dirigeants préfèrent l'image à la substance, la validation internationale à la confiance populaire. Ce n'est pas seulement la Tanzanie qui est en cause, c'est l'Afrique tout entière, prise entre la nostalgie de ses héros et la routine des compromis. Dans cette fresque politique, les 98% deviennent symboles, presque une métaphore du piège africain, rechercher la perfection statistique plutôt que la justice réelle. Et c'est ici que le message se précise. Si un score parfait cache un malaise, alors le véritable réveil commence là où les chiffres cessent d'endormir. Dans le brouillard des certitudes officielles, une silhouette se détache, Ibrahim Traoré. Ni tribun lointain, ni prophète isolé, il se présente comme un témoin, un soldat de l'esprit africain. Son rôle n'est pas d'accuser, mais de réveiller, non de gouverner, mais de rappeler ce que signifie servir. Pour lui, le vrai combat n'oppose pas nation contre nation, mais peuple contre l'oubli de leur propre pouvoir. Traoré raconte, presque comme un chroniqueur, ce qu'il voit en silence. Des jeunes Tanzaniens qui se demandent si Mwankala, si voter a encore un sens. Des ouvriers burkinabés qui reconnaissent dans ces chiffres l'écho de leur propre désillusion. Ce fil invisible unit les destins. Un score de 98% à Dar es Salaam devient une alerte à Ouagadougou. Un discours officiel dans une capitale résonne jusque dans les villages où la radio crachote la nouvelle. Ce sont ces correspondances qu'il veut rendre visibles. Derrière chaque victoire sans surprise, il y a un peuple qui renonce un peu plus à croire. Et c'est précisément là, dans cette fatigue partagée, que naît la possibilité d'un sursaut, car si la domination change de visage, l'âme des résistances, elle, ne meurt jamais. Le message de Traoré tient en une phrase. Tant qu'un seul Africain se tait par peur, aucun n'est vraiment libre. Tout commence dans la stupeur d'un résultat. 98%, le chiffre tourne en boucle sur les écrans, répété, amplifié, sanctifié. Les foules sortent, non pour protester, mais pour acclamer ce
qu'on leur présente comme stabilité. Pourtant, derrière les drapeaux et les hymnes, quelque chose se fissure. Ibrahim Traoré observe cette célébration comme on regarde un incendie sous la pluie, spectaculaire mais trompeur. Car la pluie n'éteint pas la braise du doute, elle la dissimule. Les diplomates étrangers félicitent, les médias occidentaux commentent, les chancelleries enregistrent le résultat. Mais dans les cafés, dans les dortoirs d'université, dans les champs encore marqués par la sécheresse, une même question circule. À quoi bon voter si tout est déjà décidé ? Dans les jours qui suivent, les contradictions s'enchaînent. Des promesses d'unité se mêlent à des arrestations discrètes. Les rues se vident, les journaux se taisent. Le pouvoir célèbre sa victoire en organisant des cérémonies de gratitude, tandis que la jeunesse s'organise dans l'ombre, non pour la vengeance, mais pour la mémoire. Traoré, depuis Ouagadougou, relie les points. Après chaque élection parfaite, le même cycle recommence. D'abord l'enthousiasme, ensuite le silence, puis la colère rentrée. Il se souvient du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo. Partout, la même scénographie, seulement les décors changent. Il comprend que le véritable théâtre n'est pas dans les urnes, mais dans les esprits. Les 98% deviennent alors un mythe africain, une fable moderne où la peur d'instabilité sert de justification à l'immobilisme. Mais la jeunesse, elle, ne lit plus les communiqués. Elle lit les visages, elle reconnaît la lassitude, la faim, l'exil. Et c'est cette lecture-là que Traoré amplifie, celle des corps qui travaillent, des mères qui espèrent, des étudiants qui rêvent, d'un vote qui compte vraiment. Puis vient la résonance de Bamako à Dar es Salaam, de Accra à Ouagadougou. La même fatigue se transforme en murmure, un murmure qui dit « assez de victoires creuses, assez de chiffres sans sens ». Le pouvoir ne se mesure pas au silence du peuple, mais à sa capacité d'espérer encore. Dans cette tension, Traoré voit le début du changement, pas une révolte immédiate, mais une prise de conscience lente, presque souterraine, comme une graine semée dans un sol dur, prête à percer dès que la pluie de la vérité tombera. Et quand il conclut, sa voix n'accuse pas, elle avertit. Ce qui s'est passé en Tanzanie n'est pas un incident, c'est un signal. Un avertissement pour tout dirigeant qui confond obéissance et stabilité, car un jour, les chiffres mentent trop fort et les peuples se réveillent. Les données, elles, ne mentent qu'à moitié, elles disent ce qu'on veut leur faire dire. Dans le cas de la Tanzanie, les 98% ne traduisent pas un consensus, mais un effacement. Les observateurs indépendants ont noté une baisse de 37% de la participation dans certaines zones rurales, une hausse de 52% des bulletins invalidés dans les régions où l'opposition était forte, et une couverture médiatique officielle 10 fois supérieure à celle des candidats alternatifs. Ces 3 chiffres racontent un pays plus discipliné que convaincu. Ibrahim Traoré n'avance pas ces données comme un réquisitoire, mais comme un miroir. Il invite les Africains à relire les statistiques avec lucidité. Derrière chaque pourcentage se cachent des voix qui n'ont pas compté. Quand une démocratie s'enorgueillit d'une perfection numérique, elle risque de perdre son humanité. La vraie mesure du progrès, dit-il, n'est pas dans la taille des urnes, mais dans l'espace qu'elles laissent à la contradiction. Les indicateurs économiques complète le tableau en disant la Tanzanie a vu son PIB croître de 5,4% par an en moyenne, tandis que le revenu réel par habitant n'a progressé que de 1,6%. Ce décalage illustre une économie qui s'étend sans se partager. Les infrastructures brillent, mais les salaires stagnent. Les gratte-ciel de Dar et Salaam montent, pendant que les villages perdent leurs enseignants et leurs jeunes. Traoré relie ces écarts à une logique plus vaste, celle d'un continent où les chiffres de croissance masquent les chiffres d'injustice. Il rappelle qu'en Afrique de l'Ouest, sur les 10 dernières années, la part de la jeunesse sans emploi stable reste supérieure à 42%, alors que la richesse naturelle exportée a doublé. C'est ce qu'il appelle le paradoxe de la prospérité, une abondance mesurée, mais une dignité non partagée. Ces chiffres, posés les uns après les autres, deviennent plus qu'un constat, un avertissement. Chaque écart, chaque déséquilibre prépare une rupture. Traoré souligne que les nations ne s'effondrent pas faute de statistiques,
mais faute de sens, quand la vérité devient optionnelle, les peuples cessent d'y croire. Et quand ils cessent d'y croire, les chiffres cessent d'avoir du pouvoir. Ainsi, les 98% ne sont plus un score, mais un symptôme. Ils disent de combien la peur peut encore peser plus lourd que l'espoir. Mais dans les mots de Traoré, ce déséquilibre n'est pas une fatalité, c'est une équation à résoudre, non pas par des slogans, mais par la reconstruction lente de la confiance. Là où les statistiques mentent, les regards racontent la vérité, et c'est à partir de ces vérités minuscules, rassemblées, que renaît la force d'un peuple. Deux arguments dominent dans le débat qui traverse aujourd'hui le continent. Le premier, favorable au statu quo, affirme que la stabilité vaut mieux que la contestation, qu'une élection trop calme vaut mieux qu'un pays en flammes. Ces défenseurs citent la croissance régulière, la construction d'infrastructures et la relative paix des frontières comme signe d'un ordre à préserver. Ils estiment qu'un peuple rassuré par des résultats massifs reste un peuple gouvernable, donc protégé. Le second argument que Ibrahim Traoré considère avec gravité vient des voix dissidentes. Elle rappelle qu'une stabilité sans justice est une prison polie, qu'une paix sans vérité prépare la tempête. Ces voix ne réclament pas le chaos, mais la clarté, que les dirigeants acceptent la critique, que les urnes reflètent la confiance et non la peur. Elles observent que les pays les plus solides ne sont pas ceux qui évitent les débats, mais ceux qui les supportent sans violence. Traoré refuse la caricature. Il reconnaît que les gouvernements africains évoluent dans un contexte mondial inégal, soumis à la pression des anciennes puissances et des marchés. Mais il ajoute que c'est précisément pour cela que l'intégrité devient un acte de résistance. Ne pas tricher, ne pas simuler, ne pas craindre la transparence, voilà selon lui le nouveau courage africain. Il oppose ainsi deux formes de force, celle qui s'impose par la peur et celle qui s'affirme par la vérité. La première gouverne par la crainte du désordre, la seconde inspire par la confiance dans la parole donnée, et dans cette opposition, il laisse le public choisir, non entre deux camps politiques, mais entre deux visions du futur, car, dit-il, le vrai pouvoir est celui qui accepte d'être questionné. Tout bascule en une phrase, le silence aussi est une élection. Cette ligne, Ibrahim Traoré la prononce au milieu de son discours, comme un coup de tonnerre dans une salle trop calme. Elle résume l'enjeu caché de toute cette séquence. Ce ne sont pas les urnes qui décident, mais la peur qui les précède. Depuis ce point de rupture, le ton change. Traoré ne décrit plus la Tanzanie, il décrit un mécanisme qui s'étend de Lagos à Nairobi, de Ouagadougou à Johannesburg. Partout, des peuples apprennent à voter sans choisir, à parler sans dire, à exister sans peser. Et partout, une même lassitude monte, celle d'un continent qui confond l'ordre avec l'oubli. Pourtant, au cœur de ce constat amer, une autre vérité se dessine. Les jeunesses africaines ne se résignent plus. Elles questionnent, débattent, se forment, s'unissent. Traoré y voit le début d'un basculement, non pas une révolution de rue, mais une révolution de conscience. C'est là que tout recommence, quand le silence devient cri et que les chiffres cessent d'effrayer. Les conséquences ne se font pas attendre, elles se déploient par vagues. 4 fronts apparaissent, chacun révélant un visage différent du même malaise africain. Au niveau national, en Tanzanie, la confiance publique s'effrite. Les jeunes diplômés quittent le pays non pour fuir la misère, mais pour fuir l'impuissance. Les sondages officieux montrent que près de 46% des citoyens de moins de 30 ans ne croient plus à l'utilité du vote. Ce chiffre, Ibrahim Traoré le cite souvent comme une blessure commune, une jeunesse instruite mais désenchantée, lucide mais paralysée. Au niveau des dirigeants, le pouvoir, dans plusieurs capitales, se replie sur lui-même. Les gouvernements multiplient les réformes d'apparence. Conférences, programmes d'emploi, campagnes de communication. Mais le fond reste inchangé. Traoré observe que les élites préfèrent gérer la perception plutôt que résoudre les causes. Et plus elles communiquent, plus la distance avec les peuples grandit. Le résultat, une classe politique respectée à l'étranger, contestée chez elle. Au niveau des nations dépendantes, les économies liées aux anciens partenaires coloniaux vacillent. L'aide extérieure augmente, mais les marges de manœuvre diminuent. Les chiffres du commerce
commerce illustre ce paradoxe. Alors que les exportations africaines vers l'Europe ont progressé de 18%, la part des revenus réinvestis localement a chuté de 27%. Traoré y voit un signe d'alerte. L'Afrique travaille encore pour nourrir les autres. Au niveau des communautés, dans les villages et les quartiers, l'éveil s'organise. Des radios locales, des collectifs d'enseignants, des associations de jeunes diffusent un autre récit, celui d'une démocratie vécue, pas proclamée. C'est ici que l'esprit de résistance renaît, sans slogan, sans drapeau, mais avec des gestes simples, enseigner, débattre, refuser l'humiliation tranquille. Pour Traoré, cette graine communautaire est la seule victoire authentique de notre temps. À travers ces 4 couches, le tableau devient clair. Le 98% n'est pas une fin, c'est un symptôme. Il révèle une société en déséquilibre entre son apparence et sa conscience. Mais ajoute Traoré, c'est dans ce déséquilibre que commence la guérison. Car quand un peuple apprend à douter, il apprend aussi à penser. Et penser, pour l'Afrique, c'est déjà se libérer. Ibrahim Traoré esquisse 3 scénarios lucides mais ouverts pour les mois à venir, non pour prédire mais pour préparer. Car le temps politique, dit-il, appartient à ceux qui savent lire les signes avant la tempête. Dans le scénario de base, la stabilité persiste, mais l'enthousiasme s'éteint. Les gouvernements consolident leur pouvoir, les institutions se replient et les citoyens s'habituent à une démocratie de façade. Les indicateurs économiques restent stables, croissance autour de 5%, inflation sous contrôle, mais la confiance sociale continue de chuter. Ce scénario, prévient Traoré, mène à une normalisation du silence, une paix sans souffle. Dans une vision optimiste, la jeunesse transforme la désillusion en mouvement. Des associations locales émergent, des journalistes enquêtent, des figures nouvelles portent un discours de transparence et d'unité. Les réseaux sociaux cessent d'être des échappatoires pour devenir des outils d'éducation populaire. Dans cette version, la participation citoyenne pourrait croître de 12 à 15%, créant une dynamique d'autonomie réelle. Traoré y voit le signe d'une Afrique qui apprend à se corriger sans s'effondrer. Dans une perspective plus sombre, les élites verrouillent le débat, criminalisent la critique et confisquent la parole. Le climat de méfiance s'installe, les tensions régionales augmentent et les fractures communautaires s'élargissent. La fuite des cerveaux s'accélère, privant le continent de sa relève. Ce scénario, sombre mais possible, rappelle à Traoré une vérité ancienne. Quand la vérité recule, la peur avance toujours plus vite. Entre ces 3 chemins, le choix appartient désormais aux peuples eux-mêmes, car, conclut-il, l'avenir de l'Afrique ne dépend pas des pourcentages, mais du courage de regarder les chiffres en face. Et si les mois à venir doivent définir une époque, qu'ils soient ceux où le continent a préféré la vérité au confort. À ce stade du récit, Ibrahim Traoré quitte le ton du constat pour s'adresser directement à ceux qui écoutent. Il ne parle plus de la Tanzanie, ni des institutions, mais des visages, celui de l'étudiant qui doute, du travailleur qui rentre tard, de la mère qui espère encore pour ses enfants. C'est à eux qu'il confie la suite de l'histoire. Il dit que la liberté n'est pas un mot, mais une discipline quotidienne. Elle ne naît pas dans les palais, mais dans les gestes. Refuser le mensonge, défendre la vérité, enseigner la dignité. Traoré rappelle qu'aucune révolution n'a commencé par un décret mais par une conversation et que cette conversation aujourd'hui appartient à chaque Africain. À ceux de la diaspora, il parle avec tendresse. Vous portez 2 mondes dans le même cœur, l'un est celui du souvenir, l'autre celui de l'avenir. Ne choisissez pas, reliez-les, car l'Afrique ne renaîtra pas d'un seul territoire, mais d'une mémoire réconciliée. Ces mots ne cherchent pas l'émotion facile, ils cherchent l'implication. Car le message de Traoré est clair, chacun peut être l'antidote du cynisme ambiant. Chacun peut, à son échelle, réparer une fracture, transmettre un savoir, protéger une idée juste. Et c'est là, dans cette addition silencieuse des consciences, que naît la vraie souveraineté. Quand il conclut cette partie, il ne demande pas d'applaudir, mais de réfléchir. Car penser ensemble, dit-il, est déjà une forme de résistance. Ibrahim Traoré ne s'arrête pas au constat, il trace un itinéraire. Pas un plan figé, mais une marche collective, une méthode pour reconstruire la confiance perdue. Il parle d'un processus en 5 étapes, aussi concrètes que symboliques. Il propose d'abord
Éduquer sans condition. Faire de chaque école un lieu de pensée libre, non un centre d'obéissance. L'éducation, dit-il, est la première ligne de défense contre la manipulation. Ensuite, reconstruire les médias, remettre la vérité au centre, refuser les communiqués creux, réhabiliter l'enquête. Sans information indépendante, aucune souveraineté ne tient plus d'une saison. Puis, valoriser l'économie locale, que les ressources profitent mais d'abord à ceux qui les extraient, que les marchés servent les producteurs avant les statistiques. C'est là que la liberté devient tangible. Par la suite, restaurer la justice. Traoré insiste, une loi qui protège le fort et accable le faible n'est plus une loi, mais une arme. Les tribunaux doivent redevenir le refuge du peuple, non le bouclier du pouvoir. Enfin, unir les forces dispersées entre nations, entre générations, entre diaspora et continents, créer des ponts concrets, universités partagées, fonds d'investissement communs, alliances culturelles, car le jour où les enfants d'Afrique penseront ensemble, aucune frontière ne pourra les contenir. Traoré conclut, nous avons trop longtemps cherché des sauveurs, le temps est venu de devenir nous-mêmes la solution. Au terme de son message, Ibrahim Traoré revient à l'image qu'il avait peinte au début, celle des tambours qui battaient en quête trop fort à Dar et Salam. Mais cette fois, le son a changé. Ce ne sont plus les tambours du pouvoir, mais ceux du réveil. Le même rythme, mais un autre sens. Il évoque à nouveau les visages croisés dans les campagnes du Burkina Faso, ces femmes et ces hommes qui ne possèdent presque rien mais gardent la tête haute. C'est à eux qu'il pense en parlant de la Tanzanie car leur dignité est la même. Traoré n'oppose pas les peuples, il les relie par la mémoire, par la fierté, par la fatigue et par l'espérance. Son dernier regard va vers la jeunesse, il leur dit que le courage n'est pas une explosion mais une persévérance et qu'au bout de cette persévérance, l'Afrique reprendra enfin sa voix, une voix qui ne mendie plus, qui ne copie plus, mais qui s'affirme, claire, droite, entière. Quand le silence retombe, Ibrahim Traoré ne réclame ni révolte, ni serment. Il appelle simplement à la continuité du dialogue, car, dit-il, la liberté se nourrit moins des cris que de la constance. Et si le monde regarde encore l'Afrique à travers ses crises, alors que l'Afrique se regarde à travers son courage, il invite chacun à reprendre la parole là où elle s'était tue, dans les écoles, dans les marchés, dans les radios de village et les réseaux du monde. Parler non pour diviser, mais pour comprendre. Questionner sans peur, écouter sans mépris. C'est dans ce tissu d'échanges sincère que renaît le continent qu'il rêve. Traoré conclut avec douceur, l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être crue. Puis il s'adresse à ceux qui l'écoutent, ici ou ailleurs. Si tu crois encore à la vérité, alors fais-la circuler, ne me cite pas, continue-moi.